Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre journal de 15 heures. Voici les titres de cet après-midi. Le ministre de l'Éducation rencontre une délégation de l'université professionnelle de Tianjin. Aux nouvelles mondiales, au Moyen-Orient, Israël commet un nouveau massacre contre des déplacés à Beit Lahia. 45 morts, les détails dans ce journal. Le journal au complet à présent, mesdames et messieurs. Le Premier ministre, son Excellence, M. Abdelkader Kamel Mohamed, a reçu à la primature M. Sultan Saïd Ahmed, envoyé spécial du ministre des Affaires étrangères du Finlande pour faire un point de coopération bilatérale. Récemment nommé responsable des relations avec les pays d'Afrique de l'Est, M. Ahmed effectue une tournée régionale visant à renforcer les partenariats stratégiques et à proposer l'organisation, sous le leadership de Djibouti, de réunions axées sur le soutien aux lois internationales et le programme finlandais One Single Somali Policy. Cette initiative inclut une démarche de médiation pour promouvoir la paix entre la Somalie et l'Éthiopie avec la coopération du Qatar et de la Turquie. Rappelons les efforts de Djibouti dans le cadre des accords de paix d'Arta en début des années 2000. Au cours des discussions, plusieurs enjeux régionaux ont été abordés, notamment la lutte contre les Chebabs, les crises au Yémen et au Soudan, les tensions politiques internes en Éthiopie ainsi que les défis posés par le mémorandum d'entente qui reconnaît la souveraineté du Somaliland. Ce dernier point suscite des préoccupations quant à d'une possible déstabilisation régionale, notamment avec l'implication des pays non membres de l'autorité intergouvernementale pour le développement, tels que l'Égypte. Les deux parties ont encouragé le dialogue, la recherche de solutions pacifiques et l'élaboration d'un plan d'action concret, mobilisant toutes les bonnes volontés. Il est de noter que M. Ahmed, figure politique dynamique d'origine somalienne, s'engage activement pour l'inclusion sociale et la diplomatie multisectorielle, valeurs qui résonnent avec les ambitions de paix et de coopération dans la région. Djibouti, le 28 octobre 2024, ce lundi, son Excellence M. Dileta Mohamed Dileta, président de l'Assemblée nationale, a reçu M. Sultan Saïd Ahmed, envoyé spécial du ministre des Affaires étrangères et de la République de Finlande pour la Corne de l'Afrique. Une rencontre qui s'inscrit dans le cadre d'une tournée régionale de M. Sultan Saïd Ahmed visant à promouvoir la paix et la sécurité dans la Corne de l'Afrique. Après les salutations d'usage, le président du Parlement a souhaité la bienvenue à la délégation finlandaise. Le chef de l'hémicycle djiboutien s'est dit honoré de recevoir une délégation finlandaise tout en mettant en avant les similarités existantes entre Djibouti et la Finlande qui se développent dans la discrétion. Au cours de cette visite de courtoisie, les deux parties ont échangé sur les défis régionaux en matière de sécurité ainsi que sur le rôle crucial de la République de Djibouti en tant que leader dans la promotion de la stabilité et de la paix dans cette région stratégique. Pour sa part, le président de l'Assemblée nationale a souligné que la République de Djibouti n'a jamais ménagé ses efforts pour contribuer activement aux initiatives de paix et de sécurité dans la région, notamment par le biais de l'IGAD, l'autorité intergouvernementale pour le développement dont la présidence est assurée par le président de la République de Djibouti, son Excellence El Hadj Ismaïl Omar Guelleh. En outre, le président de l'État a proposé la création d'un groupe d'amitié parlementaire Djibouti-Finlande afin de renforcer les liens de coopération entre les deux pays et les deux peuples. Enfin, le président de l'Assemblée nationale a également émis le souhait que les domaines de la coopération entre les deux pays se multiplient et que les relations bilatérales se développent de mieux en mieux. Lors des récentes assemblées annuelles de la Banque mondiale et du FMI, un événement ministériel majeur a été organisé par les administrateurs africains de la Banque mondiale. Le reportage avec Fardous. Récente assemblée annuelle de la Banque mondiale et du FMI, un événement ministériel majeur, a été organisé par les administrateurs africains de la Banque mondiale. En présence de M. Ajay Banga, président de la Banque mondiale, a rassemblé des ministres des Finances et des pays bénéficiaires, dont M. Ilyas Moussa Dawali, ministre de l'Économie et des Finances de Djibouti, pour discuter de la reconstruction des ressources de l'Association internationale de développement IDA 21. Dans un contexte économique mondial troublé par des tensions géopolitiques, des conséquences durables de la pandémie et autres crises, il est impératif de ne pas négliger le soutien de l'IDA. Ce fonds destiné aux pays les plus pauvres se trouve à un tournant décisif. Le renforcement de l'engagement envers l'IDA 21 représente non seulement une obligation morale, mais également un investissement stratégique essentiel pour la stabilité et la croissance à l'échelle mondiale.
Dans le cadre des assemblées annuelles de la Banque mondiale et du FMI, la délégation djiboutienne, toujours dirigée par le ministre de l'économie et des finances, M. Ilyas Moussa Dawale, a tenu une réunion de contact avec le vice-président de l'International Finance Corporation pour l'Afrique. Toujours avec Fardous. Dans le cadre des assemblées annuelles de la Banque mondiale et du FMI, la délégation djiboutienne dirigée par le ministre de l'économie et des finances, Ilyas Moussa Dawale, a tenu une réunion de contact avec le vice-président de l'International Finance Corporation pour l'Afrique, M. Sergio Pimenta. Cette rencontre a eu pour objectif de consolider les relations entre Djibouti et le groupe de la Banque mondiale en mettant l'accent sur le développement du secteur privé dans le pays. Le ministre a également remercié l'IFC pour son soutien au développement du crédit bail à Djibouti. En parallèle de cette réunion, la Banque centrale de Djibouti, représentée par son gouverneur, a signé un accord de coopération avec la Société financière internationale, également connue sous l'acronyme IFC. Cet accord vise à accompagner la Banque centrale de Djibouti dans l'introduction des crédits bail dans le pays. L'IFC, institution phare du groupe de la Banque mondiale, a pour mission de favoriser les investissements productifs en créant des conditions propices au flux des capitaux privés. Ce projet est longtemps identifié par la BCD comme une solution pour dynamiser l'offre financière à destination des petites et moyennes entreprises, les PME, fait enfin un pas en avant significatif, marquant une avancée majeure pour le développement économique de Djibouti. Et enfin, je vous le disais dans les titres, le MENFOP a présidé hier après-midi une réunion de travail stratégique qui a réuni des hauts cadres du MENFOP et une délégation de l'université professionnelle de Tianjin pour les techniques professionnelles dirigée par Wang Shihan, président de cette université. Cette délégation comprenait également M. Li Jin, président adjoint en charge des échanges internationaux, M. Zhu, chef du département d'exploitation du transport ferroviaire et le responsable du département d'ingénierie et des techniques ferroviaires. Les discussions ont porté sur les initiatives clés et les stratégies pour renforcer le développement et la pérennité de l'atelier Luban de Djibouti. Parmi les priorités abordées figure l'élargissement de l'atelier par la construction d'un centre d'excellence à Djibouti-Ville visant à offrir un cadre moderne et adapté aux exigences de la formation technique. Le MENFOP et l'université de Tianjin ont également échangé sur l'amélioration du niveau académique des étudiants de l'atelier Luban à travers une sélection rigoureuse des candidats ainsi qu'un renforcement de l'apprentissage de la langue chinoise pour faciliter les échanges et les stages en Chine. Les deux parties ont également convenu des objectifs de leur collaboration, incluant le renforcement de la coopération dans la création d'une nouvelle filière telle que la logistique ferroviaire et la conduite de train, l'accompagnement et la formation continue des enseignants afin d'assurer un encadrement optimal pour les étudiants, l'octroi de bourses d'études aux 10 meilleurs étudiants de l'atelier Luban leur permettant de poursuivre leur formation, la facilitation des stages en entreprise pour les étudiants. Des réunions techniques se tiendront dans les prochains jours entre les hauts cadres du MENFOP et les représentants de l'université de Tianjin. Cette initiative s'inscrit dans la volonté du MENFOP de renforcer les compétences techniques et professionnelles à Djibouti. Cette mission de renforcement de la coopération entre l'université de Djibouti entre l'université de Tianjin et le MENFOP résulte de la rencontre entre les présidents des deux pays qui s'étaient engagés lors du sommet Chine-Afrique à renforcer la coopération sino-djiboutienne, en particulier dans le cadre de l'amélioration des compétences professionnelles par la valorisation de l'atelier Luban. Cette même délégation chinoise de l'université de Tianjin pour les techniques ferroviaires a effectué une visite dans les infrastructures de l'atelier Luban, appelé à devenir un centre d'excellence pour la formation aux techniques ferroviaires au sein du lycée industriel et commercial de Djibouti. Le secrétaire général du MENFOP, M. Mohamed Abdallah Mahyoub, ainsi que le directeur général de la formation professionnelle, M. Abdelkader Hamed, et les inspecteurs de la formation professionnelle ont fait découvrir aux visiteurs de marque les installations et les équipements de pointe mis en œuvre dans l'atelier Luban. Ils ont pu apprécier la haute qualité des laboratoires de langue où les étudiants suivent les cours de mandarin, mais aussi les simulateurs de cabines de pilotage de train ainsi que les maquettes représentant les circuits des lignes ferroviaires avec toutes leurs spécificités techniques. Les inspecteurs Refer et les formateurs ont expliqué
par le menu détaillé, le menu détaille les process de formation ainsi que les stages en immersion dans la société de chemin de fer djibouti-éthiopienne où les étudiants mettent en pratique leur formation. Un temps d'échange était prévu à la suite des visites et des découvertes, l'occasion pour les visiteurs d'échanger avec les enseignants djiboutiens et les hauts cadres du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle sur les avancées des formations. Plus globalement, les échanges ont permis de faire un bilan des programmes de formation proposés par l'atelier Luban. L'entretien et la modernisation des équipements ainsi que sur les besoins en matière de renforcement des capacités pédagogiques des formateurs djiboutiens. La délégation chinoise a également pu constater les succès obtenus dans les différentes spécialités de formation de l'atelier Luban de Djibouti, menant en licence professionnelle en exploitation et gestion ferroviaire, ingénierie technique ferroviaire, commerce international et gestion logistique, toutes dispensées en collaboration avec l'université professionnelle de Tianjin et le premier lycée professionnel commercial de Tianjin. Le 27 octobre 2024, le ministère de la Jeunesse et de la Culture, au J-7 de la célébration de la Journée nationale et africaine de la jeunesse, a lancé la 3e édition du concours d'éloquence Oratio. L'événement s'est déroulé en présence de la ministre Dr Hibo Moumen Asso et de plusieurs hauts cadres du MGC, d'un jury composé de Mme Hasna Maki et de Dr Moussa Opsié. La phase de présélection consistant à départager les candidats inscrits sur la plateforme de candidature a rassemblé de nombreux jeunes universitaires de tout horizon concurrents à cette compétition qui leur offre l'opportunité d'exprimer leurs idées et leurs réflexions sur des projets, sur des sujets d'importance pour la jeunesse. Rappelons que le concours a pour objectif de promouvoir l'expression orale parmi les jeunes, d'encourager leur créativité et leur réflexion critique, ainsi que de favoriser l'engagement civique. En incitant les participants à réfléchir sur des thèmes pertinents, le ministère souhaite stimuler les participations actives à la construction d'un futur propice pour faire de notre pays une nation à l'écoute de l'évolution constante de la planète. Les jeunes âgés de 15 à 30 ans ont été invités à se présenter, à exprimer leur motivation, à soumettre un discours original permettant ainsi aux candidats de préparer leur intervention avec soin. Le concours d'Oratio, qui s'inscrit dans l'agenda de la Semaine nationale et africaine de la jeunesse, constitue une occasion unique pour les jeunes de faire entendre leur voix et de s'impliquer dans des dialogues essentiels. Après les présentations, le mot d'ouverture, la ministre de la Jeunesse et de la Culture s'est réjouie de l'engagement des participants et de l'impact positif de cet événement sur les jeunes, car à travers ce concours, il s'agit également pour la ministre de détecter les talents à fort potentiel en qualité de tribun. Une compétence. La ministre Dr Hibo Moumen Asso s'est félicitée de l'organisation de ce concours. Elle a rappelé le succès du président concours Oratio, insistant toutefois sur la nécessité de suivi et de la continuité. C'est un plaisir que ce projet puisse enfin démarrer. Je vous assure, on est resté longtemps un peu en coulisses pour d'abord trouver une suite à ces concours. Parce que je vous assure, très souvent, c'est facile de faire un projet, mais après, qu'est-ce que ça va être la suite? C'est toujours très difficile. Et qu'est-ce qui nous a convaincus que c'est le bon moment de lancer ça? Déjà, sachez que le concours, là, le lancement du projet est bien situé dans l'agenda d'un événement très important que nous célébrons à partir d'aujourd'hui. Donc, le lancement du concours Oratio et l'ouverture, les lancements même de cette semaine dédiée à la jeunesse nationale et africaine pour son édition de 2024. Donc on a voulu vraiment l'associer à cet agenda-là pour le mettre en exergue et pour le mettre en relief. La deuxième chose qui a fait que nous avons beaucoup travaillé en coulisses pendant longtemps, après les inscriptions sur la plateforme, c'est que les jeux de la CGSOI sont pour bientôt. Ça aura lieu en juillet et août et que nous souhaitons que les lauréats gagnants de ce concours participent au volet. Il y a une volet assemblée de jeunes où on va, donc ça pourra être une autre forme de gratification ou bien une autre forme de promotion de lauréats, c'est qu'ils participent à cette assemblée-là. Et donc on a déjà envoyé de représentants, de jeunes représentants dans le domaine de décideurs, puisqu'on avait envoyé un jeune député de l'Assemblée, une jeune sous-préfète et une jeune vice-présidente. Je pense que c'est un honneur pour Djibouti. Nous étions les seuls pays
lors de cet atelier de réflexion et de formation, a présenté 3 jeunes décideurs qui ont ce pays, sont convaincus que nos jeunes ont voix au chapitre et que le fait qu'ils puissent proposer, souvent on dit que ce sont une force de proposition, mais c'est aussi une force d'intervention. Et donc c'est pour vous dire à quel point c'est important. Et donc une fois que ces 2 volets se sont dégagés, on a dit là maintenant on peut embrayer et commencer au ratio. Donc je tiens à remercier les jurys pour avoir été patients. Je vous invite vraiment à participer à fond. Il y a des perspectives de continuité pour cette plateforme et nous espérons relever aussi le défi de la durabilité. Ça, c'est vraiment un autre défi. Donc, il faut qu'on tienne aussi la durabilité de ce projet et je sais que ça se passera bien. Donc, je vous dis à très bientôt avec les lauréats gagnants qui vont être un peu les ambassadeurs pendant au moins jusqu'à 2025. Hein. Il est l'heure de l'appel à la prière de Salat al. Dans la capitale à présent, après les pluies torrentielles qui se sont abattues sur la capitale durant la fin de la semaine, les éléments de la police nationale ont été mobilisés durant cette période de pluie pour venir en aide aux nombreux piétons piégés par les eaux. Les routes étant fortement touchées par les pluies, les bus de transport en commun ont cessé toute activité, laissant la population aux abords des artères de la capitale. Tous les moyens nécessaires et humains de la police ont donc été mobilisés tout au long de la journée. Les véhicules de la police nationale ont aidé la population à rentrer chez eux en toute sérénité. Les transports ont été effectués du centre-ville jusqu'à dans la commune de Balbala. Il est de noter que ce n'est pas la première fois que la police nationale entreprend ces genres d'activités et initiatives. Interrogés au micro de la télévision nationale, les Djiboutiens qui ont bénéficié de cette assistance sont tenus à remercier le haut commandement de la police nationale pour cette action noble en faveur de notre population. Toujours dans le cadre des pluies diluviennes qui se sont versées dans la capitale, les éléments de la police nationale se sont également déployés sur plusieurs sites pour effectuer des opérations de pompage des eaux. Les motopompes de la police ont été ainsi disposées sur les grandes artères de la capitale pour puiser les eaux stagnantes. Pour plus de précision, le lieutenant Abdelkader Hachin Yassine a indiqué qu'après chaque pluie, la police nationale déploie partout des motopompes pour puiser les eaux stagnantes. Les eaux pompées sur plusieurs autres sites tels que la cité saoudite, le terrain Aouled et à côté du Lic. Des experts et responsables de premier plan se sont réunis hier à Ayla Hotel en marge du forum sur la justice climatique pour une série de discussions autour de l'impact du changement climatique en Afrique de l'Est. Ce panel, constitué de spécialistes en environnement, santé publique et développement durable, a permis de dresser un état des lieux et de proposer des actions concrètes pour répondre aux défis climatiques urgents de la région. Des panélistes experts en justice climatique étaient présents et M. Mohamed Ismail Dini, chef de la surveillance épidémiologique et de la réponse aux épidémies à l'Institut national de santé publique, M. Dini Abdallah Omar, secrétaire général du ministère de l'Environnement. Chaque intervenant a partagé ses recommandations pour des actions concrètes et collaboratives entre gouvernements. Cette conférence a permis de sensibiliser et mobiliser autour d'une vision commune, agir de manière collective et proactive pour construire un avenir durable en Afrique de l'Est. Autre actualité nationale, à l'occasion de la Journée internationale de la fille célébrée chaque année le 11 octobre, le Collège d'enseignement moyen de Tadjoura, en partenariat avec l'UNICEF, a organisé une journée spéciale dédiée à la valorisation des filles et à la promotion de leurs droits. Cette journée a été d'abord l'occasion de sensibiliser sur l'importance de l'éducation des filles et à leur rôle crucial dans le développement de notre société. Ensuite, l'accent a été mis sur la réussite des filles des différents domaines, scolaires, artistiques, sportifs, etc. Enfin, l'accent a été mis également sur des défis auxquels les filles sont confrontées et des solutions pour les surmonter sur la promotion de l'égalité de genre et l'autonomisation des filles.
joie que je vous accueille aujourd'hui au collège de Tadjoura à l'occasion de cette journée dédiée à célébrer les filles du monde entier. Chaque fille est un trésor, une source d'inspiration et d'espoir pour l'avenir. En les soutenant, on construit un monde juste et pur. S'investir pour une fille, c'est investir dans l'avenir. J'aimerais remercier l'UNICEF qui est un partenaire du MENFOP qui, depuis l'année dernière, nous célébrons la Journée internationale de la fille. On écoute les propos de Mme Hasna Abdallah. Cette vision, elle s'est construite à travers plusieurs paramètres, à savoir d'abord la confiance des filles en elles-mêmes, leur estime de soi, leur engagement, la mobilisation des communautés et des parents, la mobilisation des autorités administratives, la mobilisation des autorités décentralisées, la mobilisation des organisations des femmes, mais également des organisations des jeunes des Tadjoura. Sans ça, cette vision ne sera pas visible. Elle ne pourra pas se concrétiser. Elle a besoin d'être concrétisée dans le temps, sur le court terme, sur le moyen terme, sur le long terme, autour de la fille. La fille, elle est au centre d'un foyer. Elle permet, en étant éduquée, instruite, d'avancer, d'appuyer sa famille, d'être engagée aux côtés de sa maman, de ses parents et de démontrer l'investissement qui a été entrepris par ses parents dans son éducation à la base. Cette journée internationale met l'accent sur la nécessité de relever les défis auxquels sont confrontées les filles et de promouvoir leur autonomisation et le respect de leurs droits humains. Les filles ont le droit et une vie sûre, ont droit à une bonne santé et une bonne éducation. Non seulement au cours de leurs années formatrices, mais aussi une fois devenues femmes aussi. Si les filles sont accompagnées durant l'adolescence, elles ont le potentiel de changer le monde. Travailleuses de demain, mères, entrepreneurs, mentors, chefs de famille et dirigeantes politiques. Investir dans la réalisation du potentiel des adolescentes permet de défendre leurs droits d'aujourd'hui et d'assurer un avenir plus équitable et plus prospère. On écoute à présent un extrait de l'intervention du vice-président du conseil régional et le préfet de la région. La fille, comme vous le savez, n'est pas en marge parce que parfois il arrive que la fille dépasse les garçons. Mais la fille d'aujourd'hui, il nous incombe à nous, éducateurs, parents, responsables, de l'encadrer de tout notre amour, de la protéger, de la scolariser, de la suivre parce que la fille d'aujourd'hui, c'est la femme de demain. C'est parce que nous l'avons encadrée aujourd'hui que demain, cette femme sera une femme qui va donner pleinement la vie. Cette journée nous rappelle à tous que toutes les filles ne peuvent jouir de cette journée. Sous nos cieux, si nos filles regardent le ciel pour admirer les étoiles filantes, ailleurs, ce n'est pas le cas. Quand elles voient ces étoiles filantes, je vous assure, messieurs, que ces filles se terrent dans les abris. Pourquoi? Parce que les étoiles filantes là-bas amènent la mort. Dont le thème est la journée internationale des filles. Ces filles qui, demain, vont mettre bas une vie, vont aussi diriger le pays. Ceci peut être réalisable que sur l'éducation, que si ces filles ont une bonne éducation. La fille a droit, comme l'enfant, a droit à la santé, a droit à l'identité, a droit à la santé. Aujourd'hui, dans notre mœurs ancestrale, auparavant, les filles ont été, je pourrais dire, lésées. Par contre, aujourd'hui, tout le monde en est conscient de la représentativité de la fille dans la famille. Autre actualité de ce journal, c'est dans le cadre du programme de jumelage entre les régions d'Ali Sébié et celle d'Obok que la délégation obokoise a visité hier matin
la cimenterie d'Ali Sabié, marquant un moment fort de leur séjour. Cette visite qui s'inscrit dans la volonté de renforcer les liens entre les deux régions a permis aux visiteurs d'apprécier les infrastructures industrielles de la région. La délégation dirigée par M. Mohamed Hamad Ismail, du président du conseil régional d'Obok, comprenait également des sages et des représentants d'associations. Elle a été chaleureusement accueillie par les autorités d'Ali Sabié. Le préfet Abdul Malik Mohamed Benoïta et le président du conseil régional, M. Jamal Hassan Alale. Par la suite, la délégation a visité le centre de formation pour les femmes de la région d'une crèche et des boutiques situées à quelques encablures de la préfecture. L'occasion d'échanger culturels et des discussions sur les initiatives de développement local. Puis l'ont été conduits dans les installations de la fabrique de confitures de village. Notons qu'à Obok, le président des conseils régionaux concernés avait signé une série de conventions pour échanger d'expériences de développement respectives. Décentralisation qui nous accompagne dans cette initiative depuis 2 semaines. Et également un merci spécial aux 2 présidents des conseils régionaux d'Obok et d'Ali Sabié qui sont à l'origine de cette initiative visionnaire. On écoute un extrait du président du conseil régional. La 3e mission de suivi et évaluation du projet participation de la société civile à la gouvernance et au développement local à Djibouti s'est déroulée récemment à Dikilville sous l'égide de l'Association internationale des maires francophones avec un financement de l'Union européenne. Cette initiative vise à renforcer le développement local par une implication active de la société civile tout en soutenant la société civile à travers des actions concrètes. L'équipe du projet AIMF ANCLD a été accueillie dès leur arrivée à Dikil par le président du conseil régional de Dikil, M. Mahd Hussein. Au conseil régional, la mission a débuté par une visite de courtoisie au préfet de la région de Dikil, M. Hassan Abdi Roble. Une rencontre qui a permis d'aborder les objectifs du projet ainsi que l'importance de la collaboration entre les autorités locales et les acteurs de la société civile. Ensuite, une présentation des avancées du projet a été faite par l'association Éveil Okar qui porte ce projet sur le terrain, les efforts déployés par l'association dans le cadre de ce projet. La cérémonie des remises d'équipements au point d'orgue de la mission a réuni de nombreux acteurs clés du développement local, parmi eux figurait M. Mahd Hussein, le président du conseil régional, ainsi que l'ATI de l'AMF, M. Flavien Assassé, venu soutenir cette initiative. Mme Fatouma Youssef Abdallah, la représentante du ministère délégué chargé de la décentralisation, qui était également présente, réaffirmant l'engagement du développement local dans le processus de décentralisation et d'autonomisation des collectivités locales. La mobilisation des différents acteurs, des autorités locales aux associations de la société civile est un gage de succès pour ce projet ambitieux qui continue de transformer positivement le développement local à Djibouti. Leur suivi et puis leur méthodologie pour que nous puissions arriver à terme de ces projets. Avant de voir la présentation, je dois dire qu'il nous reste seulement quelques ajustements à faire pour que l'inauguration se fasse dans les prochains jours. On écoute à présent la représentante du ministère délégué chargé de la décentralisation, Fatouma Youssef Abdallah. Un honneur pour moi d'être ici aujourd'hui en tant que représentante du ministère de la décentralisation pour participer à cette mission de suivi et évaluation et des projets de subvention et des remises d'équipements. Les associations jouent un rôle crucial dans l'amélioration de la vie quotidienne de nos citoyens. Grâce à votre dévouement, nous pouvons voir des changements positifs et durables dans notre région de Khel. Aujourd'hui, nous sommes ici pour évaluer les résultats de vos projets, voir l'impact de vos projets sur le développement local. Je tiens à remercier chacun d'entre vous pour votre engagement et votre passion. Vous êtes le moteur de l'innovation et de la solidarité. Avec ces nouveaux équipements, j'espère que vous serez en mesure de renforcer vos capacités, d'atteindre de nouveaux objectifs et d'inspirer encore plus de personnes autour de vous.
La même délégation a poursuivi par une visite de terrain pour s'enquérir de l'état de la médiathèque en construction, une infrastructure clé destinée à favoriser l'accès à la culture et à l'éducation dans cette région. Cette médiathèque, à terme de son développement, symbolise l'un des aspects fondamentaux du projet, offrir aux communautés locales des espaces de partage et d'apprentissage, mais aussi de promouvoir l'inclusion sociale à travers l'éducation et la culture. Cette troisième mission de suivi a permis de consolider les acquis du projet tout en mettant en lumière les défis à relever pour assurer le développement local à travers cette initiative. L'AMF et l'Union européenne réaffirment leur soutien à la société civile djiboutienne, actrice incontournable du développement durable et de la bonne gouvernance. Ensuite, sport à présent, le monde entier célèbre la journée mondiale du judo le 28 octobre 2024. Une discipline qui incarne des valeurs essentielles telles que l'excellence, le respect et la discipline. En cette occasion spéciale, nous mettons en lumière l'esprit du judo à travers la joie et le partage. Ce lundi, le siège de l'ONG Bender Jedid, parents et enfants se sont réunis pour partager des moments de rire et de pratiquer ensemble les rudiments de cet art martial. L'événement a mis l'accent sur le bien-être et la santé à travers le sport, rappelant le proverbe « un esprit sain dans un corps sain ». Des jeux d'adresse et des logiques ont également été organisés. Organisé par la Fédération de judo djiboutienne. Donc c'est une activité de découverte de l'activité, mais également de partage, de plaisir entre les parents, les enfants et les encadreurs. Comme vous le voyez, cette séance a rassemblé pas mal de participants. Donc je félicite la fédération dans ses efforts et je les encourage à continuer dans cet élan. Le secrétaire général du judo djiboutien, M. Abdelkader Ousmane, a souligné l'efficacité pédagogique des moniteurs du judo. Aujourd'hui, nous célébrons la journée mondiale du judo. Alors, le thème qu'on a retenu pour cette journée aujourd'hui est le bien-être. Le bien-être à travers le sport. Comme nous le savons, selon le vieil adage, un esprit sain ne peut se développer que dans un corps sain. Et justement, le judo met toujours l'accent sur la condition physique du joueur, parce que cette condition physique, une fois qu'elle est optimale, permet de développer un esprit qui est sain, et un esprit très combatif, et un esprit très critique. Alors, dans cette journée aujourd'hui, nous avons décidé d'inviter les parents et de montrer aux parents, de leur donner un aperçu de ce que nous faisons habituellement avec leurs enfants. De quelle manière est-ce que nous disposons les cours. Les points les plus importants, notamment la sécurité durant les entraînements, la gestion des blessures, mais surtout nous encourageons aussi toute personne désireuse de vouloir pratiquer le judo, de prendre contact avec la Fédération djiboutienne de judo. Dans la même optique, nous préparons quelques championnats, donc nous avons l'intention de lancer le tournoi de novembre, qui est un tournoi de fin de saison, bien sûr. Et à cet effet, nous avons mobilisé les moyens et les ressources nécessaires pour le bon déroulement de ce tournoi. En plus de nos moniteurs djiboutiens, nous avons un volontaire, Sensei Takumi, qui nous a généreusement été octroyé par l'association Lajika. Aux nouvelles mondiales à présent, je vous le disais dans les titres, les forces israéliennes ont bombardé aux premières heures des maisons abritant des déplacés dans la ville de Beit Lahia, dans le nord de la bande de Gaza, tuant au moins 10 personnes. Les détails avec Fardouz. Les forces israéliennes ont bombardé aux premières heures des maisons abritant des déplacés dans la ville de Beit Lahia, dans le nord de la bande de Gaza, tuant au moins 10 personnes après qu'une vague d'attaques lancées qui avait fait au moins 35 morts, a rapporté l'agence presse palestinienne Wafa. De son côté, la Jordanie a condamné dans les termes les plus fermes le bombardement par les forces israéliennes d'une zone résidentielle à Beit Lahia, faisant plusieurs morts et blessés au mépris flagrant du droit international et du droit
humanitaire international. Toujours au Moyen-Orient, au moins 19 morts dans des raids israéliens sur le Liban. Les détails toujours avec Fardous. L'armée israélienne continue de pilonner plusieurs zones à travers le Liban, les dernières attaques ayant détruit plusieurs maisons, selon l'agence nationale de presse libanaise. Dimanche matin, de la fumée était visible dans la banlieue sud de Beyrouth due à un incendie provoqué par des raids israéliens nocturnes. Israël a également lancé des frappes aériennes sur les villages avoisinant la ville méridionale libanaise de Sur. Ces attaques ont provoqué de grands incendies dans les villages. L'électricité a été complètement coupée dans certains villages de la région. L'armée israélienne a également poursuivi ses attaques aériennes sur certaines villes et villages. C'est tout pour ce journal de 15h, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez avec nous pour la suite du programme sur Télé Djibouti.